Alors, on est ravis d'accueillir Annick Riani, que vous devez connaître maintenant, parce qu'elle est venue déjà au moins 3 ou 4 fois au Musée d'Histoire de Marseille pour proposer des conférences sur des sujets assez différents, mais toujours quand même autour de l'histoire moderne plutôt, hein, de Marseille, voilà, puisque Annick Riani a fait une thèse en histoire moderne. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, elle propose, donc Annick Riani fait partie du pôle archéologique, elle est historienne au sein du Musée d'Histoire de Marseille, et donc elle vous propose aujourd'hui d'intervenir sur le commerce des captifs chrétiens en Méditerranée. Donc l'intitulé exact, c'est le commerce des captifs en Méditerranée, rédempteurs et marchands à Marseille au XVIIe siècle. Voilà. Bon, je vais très vite céder la parole à Annick. On se retrouve après sa conférence pour si vous le souhaitez, lui poser des questions sur ce sujet notamment. Voilà, donc bonne conférence. Merci Jérôme. Mais je vous remercie tous de votre présence, surtout en ce moment. Alors, le commerce des captifs, c'est un thème qu'on désignait plutôt autrefois sous le nom du rachat des esclaves. Donc c'est un thème qui a été traité déjà il y a 30 ans par nos maîtres, mais à l'époque, on le traitait surtout du côté des chrétiens. Et depuis qu'on s'est mis à s'intéresser aux captifs musulmans, on s'est aperçu qu'il s'agissait plutôt d'une question de commerce. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, un historien canadien a estimé à plus d'1 million le nombre d'Européens asservis au Maghreb entre 1530 et 1780 quand même. Et c'est au XVIe siècle que le phénomène de la captivité a touché à son paroxysme lorsque s'était affronté à la bataille navale de Lépante en 1571 des flottes de galères composées de 6 000 à 8 000 esclaves musulmans enchaînés sur les bancs de la Sainte Ligue, affrontés à peut-être 20 000 esclaves chrétiens, donc prisonniers des musulmans. Un siècle plus tard, vers 1675, les esclaves chrétiens auraient formé le quart de la population d'Alger. Donc ça vous donne un peu une idée de l'envergure du phénomène. C'est qu'en effet, après la victoire de Lépante, la guerre de course a pris le relais de l'affrontement militaire direct entre les puissances. La captivité était en effet le résultat de la guerre de course, laquelle n'est pas réductible à un affrontement entre la croix et le croissant, mais l'origine du corso remonte à la pratique féodale des représailles. En effet, lorsqu'un pirate s'emparait d'un bâtiment, des marchandises et de l'équipage, l'armateur dépouillé se livrait à la vendetta sur les embarcations du pirate. Donc les États ont fini par légaliser cette pratique en faisant accorder aux capitaines lésés des lettres de marque qui leur permettaient d'exercer leur vengeance. Et des cours de justice ont été créés à cet effet par les souverains qui veillaient au partage et une partie du butin était réservée à l'État. Donc là, vous avez un document des archives municipales qui l'illustre. Alors, Colbert, qui était le secrétaire d'État à la marine, encourageait évidemment les guerres de course parce qu'il y voyait le moyen de mener le combat naval contre les forces espagnoles, hollandaises et surtout anglaises à moindre frais pour la couronne, laquelle ne disposait pas encore d'une marine de guerre suffisante. Cependant, le corso n'avait pas mis un terme à la piraterie et en 1585, la piraterie menaçait la prospérité commerciale de Marseille. Je vous laisse voir sur ce point les travaux de Gilbert Buty. Alors, captif ou esclave ? La question n'est pas si facile à trancher. Comme l'esclave, le captif est obligé de travailler selon les désirs de son propriétaire, comme l'esclave, le captif a une valeur d'usage qui est évaluée selon sa force,
sa force de travail, son âge, son sexe, son métier, son rang social. Mais le captif a vocation à redevenir libre. C'est-à-dire qu'il a une valeur d'échange qui est supérieure à sa valeur d'usage, alors que l'esclave n'a qu'une valeur d'usage. Il n'y a pas de marché du rachat pour un esclave, lequel se transmet par vente, par don ou par héritage. Ensuite, c'est très important, le captif peut négocier lui-même sa rançon, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer pour aller chercher les fonds. Par exemple, on peut voir un captif se déplacer d'Alger à La Valette pour aller chercher les fonds qui lui permettront de se libérer. Le propriétaire a donc intérêt à se débarrasser le plus rapidement possible du captif, car c'est la valeur d'échange qu'il exploite. Et c'est une situation temporaire, bien qu'elle puisse parfois durer des années, et si elle se prolonge, alors c'est le basculement dans l'esclavage. Et l'esclave, lui, doit rester prisonnier, sauf affranchissement. C'est pour ça qu'il n'est pas si facile que ça de définir le captif par rapport à l'esclave. C'est une situation qui est tout de même fragile. Au départ, il est esclave tant qu'il n'a pas été racheté, et il peut demeurer esclave si sa rançon n'est pas payée. Donc, on va voir les politiques étatiques à l'égard des captifs, comment elles fixent le cadre du rachat. Alors, c'est d'abord regarder ce rachat comme une affaire privée, et ça a été négligé, en particulier sous Henri IV et Louis XIII. Au XVIe et au XVIIe siècle, la marine française en Méditerranée se caractérisait par sa relative faiblesse, ce qui entraîne deux conséquences. D'abord, entre 1550 et 1620, le pouvoir royal a recours aux corsaires sur les côtes provençales pour repousser ses adversaires et inquiéter ses concurrents. Ce qui fait que les communautés côtières comme Marseille furent obligées d'armer elles-mêmes des barques à leurs frais pour lutter contre les activités des corsaires ennemis. Ainsi furent créées les ligues des ports. Donc une affaire privée. Les rois de France, puisque la marine est faible, c'est la seconde conséquence, ils sont obligés de négocier des accords avec la Sublime Porte, puisqu'ils ne peuvent pas l'attaquer frontalement, et de négocier aussi avec les régences ottomanes de Tripoli, de Tunis, d'Alger, ou encore Salé au Maroc, qui lui est indépendant. Alors le but, c'est de favoriser le commerce français grâce à l'installation de comptoirs commerciaux, mais c'est aussi, et là c'est le point qui nous intéresse directement, l'installation de consulats dans le Levant et au Maghreb. Ces consulats permettaient de mettre en œuvre le cadre juridique du rachat, comme on va le voir. Et les accords, évidemment, avec les Ottomans, servaient à réguler les mouvements de captifs. Toutefois, la pratique intense du corso et les razzias, parce qu'il y a aussi des razzias terrestres, c'est-à-dire qu'il y a des captifs qui n'ont pas été pris en mer. Donc, la pratique intense du corso jusque dans les années 1620 rendit ces accords très instables. Les trêves, du coup, sont sans cesse rompues. Et lorsque les relations entre les deux rives étaient plus tendues, seuls les rachats individuels étaient envisageables. Dans cette perspective, et compte tenu de la fréquence des prises, le risque de captivité était constant. Les marins et les voyageurs savaient qu'ils s'y exposaient dès qu'ils prenaient la mer. La captivité était donc considérée comme un simple accident de la vie. D'où certains captifs avaient envisagé l'éventualité de leur enlèvement et avaient constitué un fonds de réserve pour leur rachat. Les captifs les plus fortunés pouvaient même avoir souscrit une police d'assurance contre ce risque,
Une pratique introduite en France par les Italiens, les Espagnols et les Flamands, et qui ne concernait à l'origine que les bâtiments et les cargaisons. Certains riches testateurs léguaient aussi à leurs fils une somme destinée à les racheter en cas de captivité. La création de la Chambre de commerce, l'installation des consulats et la régularisation de la procédure de rachat avaient entraîné la création de nouvelles offres de contrats d'assurance de rachat. Il faut quand même évoquer aussi la politique d'expansion navale et commerciale conduite par Colbert, qui nécessitait une intervention de l'État en Méditerranée, intervention d'autant plus forte qu'augmentait le nombre des marins et des marchands prisonniers des musulmans. Il s'agissait pour le ministre de la Marine de contrôler stratégiquement le commerce de la Méditerranée. Il fallait soutenir le commerce contre la guerre économique, car c'est une véritable guerre économique qui se déroulait en Méditerranée avec le système de la course. Donc la guerre économique qui sévissait, et au fur et à mesure qu'avance le règne de Louis XIV, il y a d'ailleurs une intervention militaire qui est toujours plus directe dans cette zone d'échange. D'où le retour des galères à Marseille, c'est là que je voulais en venir, et la construction d'un grand arsenal dans le cadre d'une vaste opération d'urbanisme destinée à favoriser le commerce. Donc je vous rappelle qu'au début du XVIIIe siècle, Marseille était devenue l'une des principales bases d'armement en Méditerranée, avec 19 vaisseaux du roi armés par des particuliers en 1711 et 38 en 1712. Les galères royales, qui paradaient en Méditerranée, servaient à protéger les navires marchands armés en course pour frapper et détruire le commerce de l'ennemi. Or, ces galères ne pouvaient fonctionner que grâce à l'emploi de nombreux Turcs de galères, qui étaient si maltraités qu'il en fallait sans cesse de nouveaux. Il fallait donc recruter pour les galères et racheter ou échanger les prisonniers si l'on ne pouvait les délivrer au moyen d'opérations militaires. Quelle place Marseille occupait-elle dans ce trafic ? Marseille apparaît comme une région un peu marginale. Marginale par rapport avec les véritables zones et lieux de frontières qui étaient Malte. Alors, Malte joue un rôle évidemment très important, c'est une véritable plaque tournante de l'esclavage en Méditerranée de par sa situation. Et les autres centres importants, c'était bien sûr l'Andalousie, la Calabre, la Sicile. Pourquoi ? Parce que les esclaves y jouaient encore un rôle important en tant que force de travail, ce qui n'était plus le cas dans la Méditerranée septentrionale, puisqu'on ne rencontrait plus guère d'esclaves que parmi les domestiques des grandes familles aristocratiques, et encore des historiens, que leurs conditions se rapprochaient plutôt de la condition des domestiques féminins non rémunérés. Alors on voyait surtout à Marseille les Turcs de galère, c'est ce qu'on rencontre dans les archives, qui ont été capturés en course, évidemment, ou lors des razzias, parce que les Marseillais en menaient aussi. Ou on pouvait aussi les acheter sur les grands marchés d'esclaves, qui étaient Palerme, Venise, Livourne, Gênes ou Valence en Espagne. Alors Marseille jouait néanmoins un rôle important de relais pour le rachat des captifs, au XVIe et au premier XVIIe siècle en particulier. Elle faisait en outre figure de relais quasi obligatoire pour les diplomates qui embarquaient ou débarquaient. Après 1600, le pouvoir royal consultait Marseille avant la nomination des charges consulaires en Méditerranée, alors qu'avait été créée l'année précédente la Chambre de commerce. Alors on va voir maintenant comment racheter. Il y a 3 méthodes de rachat concomitantes. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va aborder l'économie de la rançon et voir comment on réunit les fonds. Alors les rachats individuels. Le sort des captifs a été négligé donc longtemps sous les règnes d'Henri IV et de Louis XIII, je l'ai déjà dit,
Il faut dire que la priorité était alors donnée à la lutte contre les Huguenots et que l'on regardait cet accident du commerce maritime comme un inconvénient qu'on pouvait, ma foi, gérer diplomatiquement, plutôt que comme une vraie menace. Alors, ce délaissement par les autorités monarchiques explique le développement des techniques privées de rachat. Cependant, la menace se précisa lorsque les enlèvements furent si nombreux que les marins et les artisans finirent par faire défaut au royaume. En outre, les captifs pouvaient livrer des techniques de fabrication navale à l'ennemi. Donc l'ampleur des prises réalisées par les régences ottomanes sur les embarcations françaises obligea Charles IX à instaurer les premières délégations consulaires au Maghreb, lesquelles étaient pour partie formées de Marseillais. Ces rachats individuels, j'insiste là-dessus, restèrent majoritaires, même s'ils sont masqués, notamment en France et en Italie, par les rachats effectués par les ordres rédempteurs. Le deuxième moyen de racheter, c'est ce qu'on appelle la diplomatie municipale. Les liens de Marseille avec l'Afrique du Nord étaient forts et anciens, alors que ses liens avec la France étaient encore récents. Annexion au Royaume de France en 1486. La communauté de Marseille finançait des députations au Maghreb, des négociateurs qui agissaient évidemment dans le cadre juridique du Royaume de France, expressément sur délégation et autorisation royale. Leur marge de manœuvre découlait étroitement de leur proximité avec le pouvoir royal. Il s'agissait de contrôler, au moins dans la gestion du quotidien, les pôles institutionnels qu'étaient les consulats. La Chambre de commerce de Marseille, j'y reviens, joua un rôle d'intermédiaire entre les échelles et le pouvoir royal et fut presque immédiatement impliquée dans des stratégies inextricables du rapatriement des captifs. Elle fonctionnait à la manière d'une banque, elle avançait le montant des rançons aux ordres rédempteurs, transférait les fonds de la couronne aux émissaires du roi et remboursait les dépenses qu'avaient dû effectuer les consuls. Elle incitait aussi financièrement les marins de sa flottille à résister aux corsaires par les armes. Ainsi, la voit-on accepter de payer une rançon pour des esclaves ayant combattu contre l'agresseur et acquitter une compensation aux familles de ceux qui avaient péri en combattant. La Chambre de commerce rachetait surtout des Marseillais et ses pairs, et non la chiourme, comme l'avait imaginé l'intendant des galères. J'y arrive, les missions des ordres rédempteurs, donc c'est ce qu'on connaît le mieux, et ce à quoi tout le monde pense spontanément, je pense. Alors les ordres religieux étaient bien représentés à Marseille. Dès 1198, Jean de Matha avait fondé l'ordre des Trinitaires pour la rédemption des captifs, suite à l'échec de la Troisième Croisade et à la chute de Jérusalem en 1187, lorsque de nombreux prisonniers chrétiens avaient été réduits en esclavage. Il s'agissait de racheter ces captifs pour lutter contre les risques d'apostasie chez des détenus qui pouvaient être tentés d'abandonner leur foi dans l'espoir qu'un monde meilleur leur fût réservé. Non, mais c'est très important, et je n'ai pas le temps de traiter la question religieuse ici. S'il y a des questions à la fin, j'expliquerai pourquoi c'est important. La première maison trinitaire de Marseille, fondée en 1199, était sise à la porte de Galles, c'est-à-dire à la Joliette. Mais aujourd'hui, il vous reste le clocher du second couvent qui se trouve en face de la Charité. Alors je vous montre où c'est. J'avais essayé une reconstitution, mais ça c'est un autre sujet, je ne m'étends pas. Il n'y avait pas que les Trinitaires, il y avait aussi les Mercédaires. Alors, fondé à Barcelone quelques années plus tard, en 1658, par le drapier français Jacques Nolasque, l'ordre royal et militaire de Notre-Dame de la Merci et la rédemption des captifs
s'inscrivait à l'origine dans une perspective davantage laïque et militaire. Les mercédaires ne s'établirent à Marseille qu'en 1653, suite à la confirmation de la présence de 3000 captifs français à Alger. Il y eut aussi, bien sûr, la maison des Trinitaires des Chaussées, qui avait fait scission avec celle des Réformés, mais aussi, toujours à Marseille, une œuvre laïque sur laquelle je n'ai pas d'informations. Et l'œuvre de Vincent de Paul avait également fini par s'engager dans la rédemption des captifs, son fondateur ayant lui-même été captif à Tunis en 1605-1607. Alors, les marchés aux esclaves. Le montant de la rançon. Le montant de la rançon était estimé en fonction de la valeur d'usage, augmentée de la valeur d'échange du captif. La Valette était donc la véritable plaque tournante du marché de l'homme, je l'ai dit, et Livourne avait un très grand marché d'esclaves. Alors les corsaires débarquaient à la Valette, au marché d'Eschiavi Riscato, et les vendaient à l'encan. Les acheteurs potentiels s'y précipitaient malgré la cherté du marché, car ils espéraient en tirer de gros bénéfices à la revente grâce à une rançon encore plus élevée. Pour que le système fonctionne, il fallait évidemment que le marché de la rançon soit plus élevé que celui des esclaves, ce qui suppose d'ailleurs du pouvoir d'achat du côté des demandeurs. L'augmentation de la demande de rachat, lorsque se mirent en place les grandes missions de rachat collective, provoqua un effet spéculatif. Le prix du captif eut tendance à augmenter, et la conséquence, c'est que la demande de rachat nourrissait l'offre, ce qui fut d'ailleurs reproché aux ordres religieux rédempteurs. Alors, fallait-il acquitter la rançon en numéraire ou par lettre de change ? Les marchands et les captifs pouvaient espérer gagner de l'argent sur le taux de change. Par exemple, l'écu d'Espagne avait un bien meilleur taux de change à Alger qu'à Marseille, 18% de plus quand même. Mais l'assurance pour le transport des monnaies, ça revenait à 6% de leur valeur. Et il fallait acquitter 1,5% des droits d'entrée à Alger. Ce qui fait que les droits et l'assurance étaient trop onéreux pour que ce soit intéressant. Aussi recourait-on à la lettre de change, laquelle était ordinairement employée dans le cadre des rachats individuels. Le marchand prenait évidemment un intérêt de change maritime sur les prêts consentis et celui-ci pouvait s'élever jusqu'à 50%. Le principe était que l'ex-captif remboursât sa dette 15 ou 20 jours après son arrivée dans un port donné. Je donnerai des exemples. Le transport d'esclaves devient même une technique sûre, puisque sans transport d'espèces, pour transférer des fonds. Wolfgang Kaiser, qui a beaucoup travaillé sur cette question, observe que la lettre de change permit à des intermédiaires marseillais du rachat assez modestes de passer du service de transport de fonds à des opérations de change lucratives grâce aux relations qu'ils entretenaient avec des personnages dont l'envergure dépassait largement le contexte local et régional, puisqu'ils agissaient sur les grandes places de change comme Rome ou Lyon. Alors, est-ce qu'il fallait échanger ou est-ce qu'il fallait racheter ? Racheter, c'était difficile sous Louis XIV parce que j'ai dit qu'on avait besoin de rameurs. Les Turcs étaient considérés comme d'excellents rameurs et Louis XIV se débrouillait pour ne pas honorer les traités et ne pas les échanger. Alors toutefois, je le précise tout de suite, il y a un quota sur les galères parce qu'il faut quand même éviter les mutineries, donc on ne peut pas en prendre trop.
Cette histoire, c'était si vrai que, par exemple, le roi d'Espagne voulait que les Espagnols, les marchands espagnols qui rachetaient les esclaves, rentrent en Espagne en ligne directe. Et les esclaves qui étaient achetés à Malte, par exemple, pour le servir sur les galères à Marseille, étaient souvent revendus en cours de route, ce dont se plaignent les autorités de l'amirauté. Alors j'ai dit tout à l'heure, où est le prix d'un homme? Oui, le prix d'un homme. Alors, il y avait toutefois des rançons, quand on rachetait, des rançons énormes qui pouvaient être payées en numéraire, qui ne passaient pas par lettre de change. Et ça, c'était bien sûr quand il ne s'agissait pas de rachat individuel, mais de rachat collectif. Par exemple, en 1690, un nouvel arrêt pris par le Conseil d'État avait obligé les échevins marseillais à financer le rachat de 546 esclaves marseillais pour la somme de 58 400 livres. Il semble que cependant que ces fonds n'aient pas suffi à délivrer tous les esclaves, car les autorités avaient fait appel aux particuliers les plus fortunés pour qu'ils rachetassent leurs proches. Le rachat d'un capitaine ou d'un patron, vous le voyez, c'est 400 livres. Celui d'un pilote ou d'un maître canonnier de navire, c'est 350 livres. Un chirurgien, un écrivain, un officier de marine, un marinier, pardon, c'est pas la même chose. Un matelot, c'est 260 livres. Alors, ce personnel, c'est le personnel qu'on trouve ordinairement sur tous les bateaux. Je dirais que je ne vois pas le charpentier de marine. Normalement, ils en embarquent. Alors, ce qui fait que le 21 avril 1691, les échevins avaient été en mesure d'envoyer le marchand bourgeois marseillais Joseph Bazan et le diplomate Dussault, qui est bien connu, à bord du navire royal l'Éclair pour payer la rançon. Le récit laisse à penser que le chargement sur l'embarcation des espèces sonnantes et trébuchantes s'était déroulé sous bonne escorte et sous la surveillance du trésorier de la ville. Bazan devait ramener les captifs dont les noms étaient couchés sur le rôle établi par les autorités, et exclusivement cela. Bon, de tout ce que j'ai dit précédemment, on voit bien qu'on se situe là dans une logique qui est vraiment économique et non religieuse. Mais les rédempteurs, les trinitaires et les mercédaires, qui agissaient en sous-main, étaient priés par le roi de racheter le plus d'esclaves possible, et ils s'acquittaient de ce devoir en avançant la rançon exigée grâce aux fonds récoltés. Alors à Marseille, ce sont les pénitents blancs qui étaient chargés des quêtes publiques pour les trinitaires. Ceux-ci réservaient évidemment leurs fonds au rachat des esclaves dont les familles étaient trop pauvres pour acquitter une rançon. Une grande partie de l'action des religieux consistait à diffuser un habillage idéologique du rachat. Leur rôle était de prêcher pour inciter les fidèles à assurer leur salut en contribuant au rachat des captifs chrétiens exposés au risque d'apostasie. Des publications décrivant le martyre enduré par ces derniers servaient leur propagande. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, on verra s'il y a des questions. En plus, c'est déjà largement traité. Alors, les pères de la Trinité, ils intervenaient pour dresser les listes des captifs, ceux qu'il fallait racheter, donc les Marseillais rachetés par les Marseillais, et vérifier sur les registres paroissiaux donc qu'ils étaient bien Marseillais lorsque la ville était mise à contribution par le pouvoir royal. Il ne s'agit pas de payer pour les autres. Voilà, donc là vous avez un ordre de recenser les Marseillais.
Ce qui se passe, c'est que c'est bien sûr c'est la signature des traités de paix avec les régences ottomanes qui était suivie des rédemptions collectives qui étaient massives. Et si elles étaient massives, elles étaient donc très onéreuses. Et si les quêtes et les processions n'avaient pas suffisamment rapporté, ben, il y avait des difficultés financières. Alors le pouvoir royal pouvait exiger de ses sujets qu'ils misent la main à la bourse. La ville de Marseille a été plusieurs fois mise à contribution pour le rachat des captifs marseillais. Par exemple, le Dey de Tunis. Elle avait libéré 1200 esclaves français en 1666, et parmi lesquels figurait évidemment un nombre de Marseillais. En 1667, un an plus tard, le procureur du roi avait encore regardé la communauté de Marseille comme une des plus intéressées en l'affaire du rachat, attendu le grand nombre des esclaves originaires de cette ville. Et le roi avait estimé assez injustement, si j'en crois les archives, que le commerce de Marseille devait participer au rachat des esclaves d'Alger, puisqu'il n'avait guère contribué au rachat des esclaves de Tunis l'année précédente. Donc, la monarchie faisait recenser les habitants par la population. Les religieux employaient, comme les échevins et les particuliers, les services de marchands. C'est là que je veux en venir. Des marchands qui étaient rémunérés à la livraison, si je puis dire, sur le port de Marseille, en fonction de la qualité, de l'âge et de l'industrie de l'esclave. Le rachat des nobles, militaires, ambassadeurs ou consuls n'était pas plus simple que celui des marins ou des artisans, bien au contraire, et passait toujours par la voie diplomatique. Alors bon, j'ai retrouvé ça donc dans les papiers des Trinitaires, et je veux vous en parler un peu. Le cas des chevaliers de l'ordre de Malte, bon, ça arrive souvent, hein, c'est un cas intéressant. Alors en 1706, alors que débutait la guerre de sécession d'Espagne, le Marseillais Laurent de Vento d'Epène, qui est chevalier de l'ordre de Malte et membre du bureau de la rédemption des captifs, était alors lieutenant de vaisseau à Malte. Donc il fut dépêché par la religion au secours d'Oran, où s'affrontaient l'Espagne et la régence ottomane à propos des possessions espagnoles d'Oran et de Mers-el-Kébir. Les moines chevaliers qui devaient leur présence sur l'île de Malte à la générosité de Charles Quint soutenaient évidemment les Espagnols. Mais au cours du siège d'Oran, une partie du rempart explosa sous une mine et Vento fut blessé par une balle avec Boniface de Castellane d'Esparron, lui aussi chevalier provençal de l'ordre de Malte. Ils furent faits prisonniers. Le Dey estima que les chevaliers de Malte étaient riches et donc en état de payer de grosses rançons. Or, c'était généralement une erreur. En particulier, les Castellanes étaient très pauvres. Les 9 frères et sœurs du chevalier étaient tous à Malte ou dans des ordres religieux. Ces cadets des familles nobles étaient dépourvus de terres, de charges, et donc ils faisaient fréquemment carrière au service d'une commanderie dont la gestion constituait au XVIIe siècle un moyen d'enrichissement avec l'activité corsaire, précisément. Alors les 2 détenus furent d'abord ménagés comme des personnalités, mais le temps passant, leurs conditions de captivité s'étaient considérablement dégradées. La rançon n'arrivait pas, et ils avaient dû partager le sort commun des esclaves pour finir enchaînés, astreints, de jour comme de nuit, au travail harassant de la marine. Pour autant, Perelios, le grand maître de l'ordre de Malte, ne voulait ni payer ni échanger aucun captif musulman contre leur personne. De leur côté, les rédempteurs s'éternisaient dans les marchandages qui provoquèrent la rupture des pourparlers, tandis que le consul de France demeurait impuissant. Perelios, qui entendait se débarrasser d'une affaire encombrante, sollicita Louis XIV en sachant pertinemment que celui-ci n'en aurait cure. Tout changea brutalement avec l'avènement du régent Philippe d'Orléans. Gaspard de Castellane d'Esparron, frère de Boniface, officier dans l'armée royale,
était gentilhomme de la chambre du duc d'Orléans. Le régent exigea immédiatement de Perellos une contribution à hauteur de 2300 piastres par tête de captif et contraignit les trinitaires et les mercédaires à débourser ensemble et sur le champ 24 000 livres pour obtenir la libération de Boniface de Castellane et de Laurent de Vantaux. La Cour du Parlement de Provence dut prendre les mesures nécessaires pour que le bureau de la Rédemption et les Trinitaires de Marseille puissent enfin rassembler les fonds de la rançon extraordinaire réclamée pour la libération de ce dernier. C'est ce que vous avez à l'écran. Alors, que s'est-il passé ? Originaire de Ligurie, la famille de Vantaux avait été très puissante au Moyen-Âge et avait donné des consuls à Marseille. Elle a fourni 10 chevaliers moines à l'ordre de Malte. Et elle a compté parmi les grandes dynasties des galères, avec 9 officiers de marine au XVIIIe siècle, dont 2 chefs d'escadre. Ces guerriers, prétendument au service de la foi chrétienne, étaient exposés en permanence au risque de captivité. On le comprend. Lorsqu'ils ne délivraient pas d'otages, ils en prenaient eux-mêmes pour leur compte ou celui des autorités temporelles qui les dépêchaient au combat. Ils les commandaient, les maltraitaient, en transportaient, en échangeaient, en revendaient comme des marchandises. Le risque de captivité faisait donc partie intégrante de leur métier, et leur sort, qui procédait sans nul doute de la volonté divine, devait être évalué au bilan des profits et pertes par les dites autorités qui ne s'apitoyaient guère. Par ailleurs, en captivité, leur dégradation physique dépréciait leur valeur marchande, et un chevalier estropié était moins cher à racheter. Mais un bras cassé était-il encore bien utile à la couronne ? Noble ou non, Vantaux n'avait échappé à une issue mortelle que par la disparition de Louis XIV et le réseau des Castellanes d'Esparron. Alors le cas de François Vintimille, je vois que l'heure avance, donc je le saute. Et je vais vous faire un peu un résumé de toutes les conditions préalables au rachat. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Non. Bon. Alors, on voit bien la logique économique à l'œuvre dans ces opérations de rachat et les interventions des différents acteurs. Si l'on résume toutes les conditions préalables au rachat d'un captif, l'on dira que l'installation des consulats au Maghreb permettait de donner à l'entreprise un cadre juridique. Pour pouvoir racheter un captif, il fallait avoir obtenu l'agrément du roi, l'autorisation d'exporter des fonds, un sauf-conduit de la part des autorités du Maghreb. Il fallait encore non seulement pouvoir payer la rançon proprement dite, mais aussi éventuellement les frais de transport en numéraire de la dite rançon, l'assurance de ces fonds, les agios sur le prêt consenti par le prêteur, la rémunération du patron de barque et d'un éventuel interprète. Alors seulement le bateau pouvait mettre les voiles pour aller chercher le captif, lequel n'était libre que lorsque son prêteur avait été payé. Et il existait en Méditerranée des terres de juridiction, on dirait aujourd'hui zone de transit. Par exemple, le comptoir commercial génois de Tabarka en Tunisie, pour les captifs musulmans rachetés en Europe en attente de libération. C'est-à-dire que tant que les sous n'étaient pas arrivés, le gars ne pouvait pas sortir de la zone de transit. Toutes ces opérations nécessitaient impérativement l'intervention de plusieurs intermédiaires, des passeurs des deux rives et qui est du crédit, comme dit Wolfgang Kaiser. Du crédit, c'est-à-dire à la fois de la trésorerie et la confiance des autorités politiques des deux rives de la Méditerranée, le roi de France et les princes des régences ottomanes. Il fallait obligatoirement d'autres intermédiaires entre le captif et son patron pour informer son entourage familial et relationnel de sa captivité, pour réunir les fonds exigés et pour les transporter jusqu'au lieu de détention. Dans ce contexte, Marseille acquit une certaine importance dans la seconde moitié du XVIe siècle, grâce notamment à la Compagnie du Corail qui était très bien placée.
peu vite. Mais il n'y avait pas que la Compagnie du Corail. Les pénitents blancs spécialisés dans le rachat des captifs engageaient des capitaines qui étaient parfois d'anciens esclaves, engagés pendant leur captivité et associés à des renégats. Autrement dit, des gens qui connaissaient très bien la question. Des entrepreneurs marseillais du rachat travaillaient pour Gênes ou Palerme, assurant indifféremment les retours d'esclaves chrétiens ou turcs vers leur patrie. Anne Brongini, qui a travaillé sur Malte, a montré qu'à Malte, les Marseillais constituaient au XVIIe siècle le groupe le plus représentatif des intermédiaires chrétiens, 30,5%. C'est pas mal. Depuis le XVIe siècle, les patrons de barques se bousculaient à Marseille comme à Naples pour assurer les voyages de retour des captifs. Ils sont couverts par un sauf-conduit, ils entreprennent un voyage relativement sûr, au cours duquel ils peuvent continuer à pratiquer leur commerce et même racheter au passage des captifs pour leur propre compte. Alors, je vous donne des exemples. À Marseille, le marchand Guillaume Borgal, qui fut chancelier du consulat de France à Alger entre 1579 et 1582, travaillait pour la rédemption de Naples et l'Archiconfraternita del Gonfalone à Rome, à laquelle le pape avait confié la tâche de centraliser les rachats des captifs originaires des États pontificaux. Ce Guillaume Borgal fut lui-même racheté par Francesco Padoano, qui était un marchand corse qui résidait à Marseille. Alors, un autre exemple, début novembre 1581, Étienne Boyer, le patron de la barque marseillaise Saint-Michel-Bonaventure, assurait, semble-t-il, une liaison régulière avec Barcelone et il transportait des marchandises achetées à crédit pour un montant important. Il avait racheté un Turc d'Alger, nommé Caïd Chabran, le captif catalan Jaume Regneux, qui lui avait signé une reconnaissance de dette de 1446 réaux castillans, qu'il s'engageait à verser à Pierre Alquier, consul de France à Barcelone, dans le mois suivant son retour. Le patron marseillais avait aussi racheté le même jour à Mourad Reis, renégat d'Alger, et dans les mêmes conditions, Jean Gagnabene, marinier catalan, pour 2844 réaux castillans. Étienne Boyer avait aussi acheminé à la fin de l'année précédente un marinier ponantais, cette fois originaire du Havre, que Pierre Raymond, marchand de Marseille, était allé chercher au large d'Alger sur la galère de Youssouf Raïs, laquelle faisait route vers Constantinople. De son côté, le même Pierre Raymond avait fait délivrer Pierre Leguet, qui avait donné pour caution noble François de Paul et s'était engagé à lui rembourser 120 écus d'or 2 jours après son retour en Provence. Des sommes considérables étaient en jeu. Par exemple, le 26 octobre 1575, la rédemption de Naples avait été autorisée à faire transiter 10 000 écus à destination d'Alger par Lyon et Marseille. Dernier exemple plus tardif, le marchand marseillais Simon Merlet, qui participait à des rachats-transferts de fonds vers les ports italiens, avait racheté en 1694 un esclave de Savone et en 1712 un Marseillais, Edoux, pour 100 piastres remboursables avec un taux de change maritime à 25%. Alors j'en viens maintenant à l'exemple de la Compagnie du Corail, mais je ne voulais pas ne vous donner que celui-là. Alors Thomas Lanche, en 1550, un Marseillais donc originaire de Corse, obtient le droit de pêcher le corail près d'Aubonne, aujourd'hui à Naba. Et l'année suivante, Henri II, roi de France, lui accorde le monopole pour cette pêche. En 1552, il fonde, avec ses neveux et ses cousins, le Bastion de France, dans un petit port, le port de Mertz-el-Karetz, qui est situé entre Bonn et la Cale, parce que les fonds étaient très riches en coraux. Donc il baptise sa compagnie de commerce la magnifique Compagnie du Corail,
Et le développement de ce comptoir commercial est absolument spectaculaire. Il comptait 250 pêcheurs répartis sur 50 navires et dégageait d'énormes profits. Tout naturellement, le commerce d'esclaves s'ajouta à leurs activités, car les Corses et les Italiens de Marseille secouraient leurs compatriotes en captivité. Les Lanches, qui avaient diversifié leurs activités, se positionnèrent comme intermédiaires dans le commerce entre Alger et Marseille. Alors, ils ont aussi élargi leurs relations avec les autres patrons de barques en assurant le rachat des marins capturés au besoin sur les salaires de ces derniers. La Compagnie du Corail avait commencé en procédant à des rachats ponctuels, informels, puis c'était devenu, à partir de 1570, une agence informelle du rachat qui créait chez ses clients une sorte de confiance institutionnelle grâce au bon fonctionnement de procédures établies et éprouvées. En effet, la Compagnie du Corail disposait d'un réseau relationnel très solidement établi, de patrons de barques expérimentés, fiables, et du cadre juridique que leur offrait le consulat français, où étaient enregistrées les transactions de rachat. Néanmoins, de nombreux clients préféraient, par précaution, confirmer chez un notaire marseillais le contrat enregistré par le vice-consul français d'Alger. Alors, la Compagnie du Corail comptait parmi ses clients les recteurs de la Confraternita del Gonfalone, que j'ai déjà cité, grâce à la recommandation de Louis Félix, qui était quand même contrôleur de la marine et homme d'affaires marseillais, et qui était présenté en Italie comme un homme riche, de grande autorité en Barbarie, ami intime du roi d'Alger, très attaché à la religion des pères capucins. Il a du crédit à Alger et à Marseille, et les Turcs lui vouent un grand respect. Donc les Lanches se chargeaient de missions de libération de captifs musulmans vendus par des patrons marseillais sur les marchés de Gênes ou de Palerme, car comme tous les marchands actifs au Maghreb, ils cherchaient à maintenir un climat de confiance avec les autorités des régences. L'opération consistait aussi à les échanger contre des captifs chrétiens au Maghreb. Alors Thomas Lanche servait le roi en le renseignant sur les mouvements de la marine espagnole en Méditerranée. Mais en même temps, il faisait un peu de contrebande. Je vais un peu vite. L'ascension sociale de la famille Lanche fut fulgurante. Les profits retirés du rachat permirent à Thomas Lanche de s'intégrer à l'élite urbaine. Il obtint ses lettres de naturalité en 1553, rasa sa maison achetée en 1545 et construisit un magnifique bâtiment sur la place qui porte encore son nom à Marseille, où il recevait les ambassadeurs turcs en route vers la cour. Il entra au conseil de la ville en 1558, devint second consul de Marseille en 1565. Il fut en capacité de doter sa fille unique des 24 000 livres nécessaires pour épouser Jean-Baptiste de Forbin, seigneur de Gardanne. La prospérité se poursuivit à la génération suivante. Son neveu Antonio épousa en 1570 à Marseille Jeanne de Bouquin, issue d'une famille de magistrats anoblis. Avec son frère Vicente, il possédait en 1588 la 4e fortune de Marseille, 140 000 livres. L'exemple dérivé à La Ciotat, c'est un peu la même chose, mais je passe pour qu'on ait le temps de discuter. Et j'en arrive à la conclusion. L'organisation des rachats des captifs montre qu'il s'agissait d'un commerce nourrissant une économie de la rançon, dans laquelle les captifs jouaient le rôle de monnaie d'échange. Il s'agissait d'un commerce fructueux qui offrait à nombre d'intermédiaires marchands des possibilités d'ascension sociale fulgurantes et le rapatriement de capitaux sans prise de risque excessive. Les rachats de captifs opérés par les confréries, les ordres et les œuvres charitables
certes mus par des motivations religieuses et des considérations charitables, concouraient cependant à sa perpétuation en faisant croître la demande. Cette constatation va à l'encontre du discours religieux qui tendait à affirmer la présence d'une frontière intangible entre deux mondes religieux en plein affrontement. En réalité, les marchands ne songeaient qu'à commercer librement et ne manifestaient pas de préoccupations religieuses. L'historien Sadok Boubaker a montré que 20 ans seulement après la bataille de Lépante, les intermédiaires semblaient circuler sans difficulté entre les mondes chrétiens et musulmans. Il se dégage au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle l'image d'échanges profitables qui produisaient une redistribution des richesses en grande partie à l'intérieur de l'Europe. Pour Anne Brogini, les relations nouées entre représentants des deux mondes, qu'ils soient marchands, raïs, traducteurs ou esclaves, confèrent souvent aux intermédiaires la dimension de véritables agents de liaison entre des rives ennemies. Gillian Weiss, après Wolfgang Kaiser, Sadok Boubaker ou Fernand Braudel et d'autres, revient sur l'alliance fraternelle qui unissait des voyageurs qui aurait été plus marquée encore si les États n'étaient pas là pour maintenir une certaine décence. En 1609, Guillaume Fouque, un chevalier de l'ordre de Malte rochellois, avait écrit à Henri IV que la mobilisation de 10 à 12 vaisseaux de guerre, auxquels se seraient ajoutés 7 ou 8 galères, eût suffi à anéantir les corsaires de Tunis, à condition que les Marseillais, qu'il estimait plus morts que français, ne fussent pas informés de ces projets. Je termine là-dessus. Cependant, le rachat des captifs devint, avec l'avènement de Louis XIV, un instrument de la politique monarchique en faveur de l'hégémonie française en Méditerranée, du développement du commerce et de l'unification du pays sous couvert d'unifier la chrétienté. En matière de politique intérieure, la volonté royale était d'unifier la France catholique contre des sujets protestants. À partir de 1680, les captifs devaient adresser leurs lettres directement au roi plutôt qu'à leur famille et aux institutions de leur ville d'origine, ce qui revenait à leur faire déclarer publiquement leur appartenance religieuse et à faire allégeance au roi. Après la révocation de l'édit de Nantes, 1598, le monarque absolu faisait d'abord délivrer les captifs catholiques. Avec l'avènement de Louis XIV, la question du rachat des captifs s'est donc devenue une affaire d'État. Outre les quêtes, les travaux administratifs et le travail de courtier, les rédempteurs marseillais devaient aller accueillir sur le port, en procession solennelle, les prisonniers rachetés après qu'ils eussent accompli la quarantaine de rigueur. N'oubliez pas qu'il y avait beaucoup la peste. C'était là leur fonction. Les trinitaires de Marseille n'accomplissaient pas, semble-t-il, les périlleux voyages en mer, non plus que les pénitents blancs. Ils prêchaient et cherchaient par tous les moyens à inciter les populations à l'aumône en faveur des captifs. Certains rachats, les plus importants, les rédemptions collectives, donnaient lieu à des processions. Et de Marseille à Paris, et jusqu'aux provinces d'origine des captifs, voilà, il est là la carte, un même cérémonial se reproduisait dans chaque ville traversée selon une dramaturgie très étudiée. À partir de 1635, la mise en spectacle du retour des esclaves prévoyait que les captifs symboliquement enchaînés au cours de la grande procession parisienne ne fussent libérés qu'après avoir été accueillis par le général dans l'église des Mathurins. Le général, c'est celui qui est à la tête de l'ordre des Trinitaires. Ce spectacle de reconversion des anciens captifs devait répondre à la cérémonie organisée par les musulmans pour les apostats ayant embrassé l'islam. Les processions des rédempteurs devaient enfin désinfecter les âmes qui avaient risqué la contamination musulmane
au même titre que les quarantaines rassurées quant à la santé des corps. Ouais. Cette démonstration de puissance témoignait aussi de l'union de l'Église et de la royauté en matière de recherche d'unité de la chrétienté. Alors c'est Genial Weiss, qui est américaine, et qui a beaucoup étudié ce phénomène. Elle rapporte qu'en 1643, 43 captifs protestants libérés par les Trinitaires avaient été obligés d'accepter par contrat de participer à la dramaturgie des processions pour une durée qui pouvait s'étendre jusqu'à 3 mois, quand même. Des processions étaient organisées sur le passage par les Trinitaires et au nom du roi. Les patriotes locaux se sentaient-ils réellement devenir français, tandis que des hybrides religieux trouvaient réellement la foi catholique, s'interroge Genial Weiss. La monarchie reconfigurait les caractères de l'identité française et étendait son emprise sur des régions périphériques nouvellement rattachées au royaume de France. C'est ce que vous voyez sur la carte de gauche. Alors, il y a une petite anecdote qui est assez cocasse, c'est qu'en 1667, la ville de Douai, nouvellement conquise, dans cette ville, l'iconographie de la parade victorieuse des troupes de Louis XIV avait fait un parallèle avec l'émancipation des esclaves de Barbarie et la libération des habitants de la Flandre romane. Cette célébration, qui vantait les qualités du grand roi libérateur et montrait son pouvoir, représentait une fausse galère de rameurs chrétiens, guidés non pas, comme c'était la coutume, par des enfants déguisés en anges, mais par un jésuite portant le costume des Trinitaires. La mise en scène proclamait cette fois l'unité territoriale. Ces processions, dont le but était de resserrer le lien entre chaque sujet avec le monarque absolu et l'Église, se déroulaient au moment même où les Huguenots fuyaient la France par milliers. Louis XIV rachetait les catholiques à l'extérieur et luttait contre l'hérésie à l'intérieur. Les processions devaient exprimer à la fois l'unité de la chrétienté et la lutte contre les infidèles, l'unité d'un pays et l'affirmation d'une politique d'expansion navale, commerciale et bientôt coloniale. Le phénomène du rachat perdit en intensité lorsque Louis XIV trouva les capacités militaires à hauteur de ses ambitions. Alors, mon propos doit beaucoup au nouveau courant historiographique et je me suis beaucoup inspiré du commerce des captifs, qui est une somme d'études qui ont été réunies par Wolfgang Kaiser, qui est un excellent ouvrage, et par l'ouvrage de Genial Weiss. Il existe évidemment une version en français, mais la couverture de l'édition française est moins jolie que celle de l'édition anglaise. C'est pour ça que je vous ai mis celle-là. Je vous conseille aussi cette excellente revue, Rives méditerranéennes. Vous avez par exemple un numéro entier qui est consacré à l'économie de l'esclavage en Méditerranée médiévale et moderne. Et enfin, surtout n'oubliez pas Gilbert Buty et Philippe Rodet pour les corsaires et les pirates, un dictionnaire absolument fabuleux. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci Annick.